C'est comme la semaine des retrouvailles. Et mes amis ont rajeuni. Ben, c'est comme ça que ça se passe quand on a des amis qui ont du génie. Je veux t'aimer tous les jours de la semaine, en bigouti ou en robe du soir, t'entendre chanter la nuit dans ma baignoire. You've got a friend, baby. Conception. Il y en a qui veulent dominer sur la terre, être les reines du dollar en Amérique. Véronique, se signaler pour passer à l'histoire. Giroir, ça les regarde. Moi, tout ce que je veux, c'est t'aimer les jours de la semaine, en bigouti, chérie, ou en robe du soir, t'entendre chanter la nuit dans ma baignoire. You got a friend. Conception. Il y en a qui veulent construire des gratte-ciels, faire remonter leur compte à la banque, ça manque, vivre au-dessus du commun des mortels. René Martin, ça les regarde. Moi, tout ce que je veux. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que vous voulez? Oh. Hello, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Je veux aimer tous les jours de la semaine, en bigouti ou en robe du soir, t'entendre chanter la nuit dans ma baignoire. You've got a friend. Conception. Je veux t'aimer. Passons quand même à des choses plus sérieuses. Jean, assieds-toi. Dans mes masques. On a-tu des nouvelles sur nos petits cochons d'Amérique? Oui, mais avant les petits cochons d'Amérique, Jean-Pierre, il faut parler de cette histoire des indexations, de désindexation des pensions des personnes âgées. Ah. C'est en train de faire boule de neige actuellement et tu sais qu'il y a les personnes âgées qui se regroupent actuellement, qui sont en train de devenir peut-être un petit peu comme aux États-Unis. Les panthères grises. Oui, les panthères grises, on dit que c'est le troisième pouvoir aux États-Unis. Donc ici, les pressions sont de plus en plus fortes sur le gouvernement Mulroney pour qu'il renonce à la désindexation partielle des pensions. Et il y a le monde des affaires aussi qui se joint aux personnes âgées et qui dit qu'il ne faut pas que la chasse au déficit se fasse sur le dos des personnes les plus pauvres dans la société. Pas les plus vieilles non plus. Pas les plus vieilles non plus. Il y a peut-être un petit signe de recul du gouvernement. Enfin, on verra un petit peu plus tard. Toujours est-il que le ministre des Finances, M. Wilson, a dit, lui, que peut-être une des solutions serait d'indexer les obligations d'épargne du Canada. Mais ça ne fait pas l'affaire de l'opposition, qui n'est pas du tout contente de ça. Et on va voir, je pense, au cours des prochaines semaines, beaucoup de manifestations autour de ce sujet-là, de la part des groupes de personnes âgées qui s'organisent actuellement. Il y a comme un tic au Liban. Oui, au Liban, Jean-Pierre, c'est deuxième détournement. En 2 jours. En 2 jours. Encore un Boeing 727 aujourd'hui, mais ça s'est réglé rapidement, celui-là. Le pirate a atterri à Chypre avec l'avion, s'est rendu aux autorités, finalement, les passagers avaient été libérés, et il est reparti vers la Jordanie dans un autre avion, probablement qu'il y a eu négociation pour qu'il se rende. Mais hier, qu'est-ce qui s'est passé avec celui d'hier? Hier, c'est terrible, celui d'hier. Figurez-vous que l'avion a sauté aujourd'hui. Les pirates ont fait sauter le cockpit en avant de l'appareil. Ensuite, ils ont mis le feu au kérosène en tirant des rafales d'armes automatiques. Et on pense heureusement qu'il n'y aurait pas de mort. Enfin, il y avait 8 gardes de sécurité. On croyait qu'ils étaient restés dans l'appareil, mais non. Les pirates ont réussi à s'enfuir, c'est ça qui est plus étonnant, en Jeep. Et ils auraient des otages avec eux. Ce seraient justement les 8 gardes de sécurité. Revenons à nos petits cochons, là. Avec M. Garon. M. Garon... Vous l'avez trouvé bonne? Oui, je l'ai trouvé bonne. Puis j'étais sûr que M. Garon était pour dire quelque chose là-dessus. Oui, M. Jean Garon, le ministre de l'Agriculture du Québec, qui jette un blâme envers le ministre fédéral de l'Agriculture, John Wise. M. Garon a dit qu'il a très mal défendu les producteurs de porc canadiens dans toute cette affaire avec les Américains, cette surtaxe sur le porc canadien. Mais M. Garon ajoute aussi qu'il comprend les Américains d'avoir fait ça. À cause des bœufs. Parce que, oui, les Américains se sont fait faire le coup sur le bœuf. Absolument. Les importations de bœuf au Canada, on a imposé des quotas, le Canada. Alors, M. Garon dit, ils prennent leur vengeance. Oui. Tu as parlé de Marine Industrie tout à l'heure avec le directeur du syndicat. Oui, avec le président du syndicat, François Lamoureux, parce qu'aujourd'hui, à Sorel, il y avait
Grosse réunion, il y avait formation d'un comité de citoyens. Enfin, on va voir tout à l'heure avec le président du syndicat de quoi il en retourne exactement. Puis il y a la petite fille qui a vécu 9 ans. Dans le coma. Oui. Karen Quinlan. Oui, ça Les fait gens se toute souviennent une peut-être histoire. de ça. Ah, oui, ça a été un débat juridique historique, je pense. C'est qu'il y a 10 ans, la jeune Quinlan était tombée dans le coma à la suite de l'absorption massive de drogue. Un an après, ses parents voulaient qu'on débranche le respirateur artificiel qu'elle maintenait en vie parce que c'était une vie végétative, comme on dit. C'était un véritable légume. Il y a eu des procès. Finalement, la Cour supérieure a décidé que oui, les parents pouvaient faire débrancher le respirateur. On l'a fait et la jeune fille a vécu 9 ans dans le coma. Et elle est décédée maintenant. Bon. Et puis, paraît-il qu'on va avoir $1 lourd. Ben, $1 en tout cas qui ne sera plus en papier. Oui. Le nouvelle pièce de monnaie, en tout cas, il y a un comité des communes à Ottawa a donné son accord de principe. Le gouvernement devrait ratifier très bientôt. Comme le 5 francs français. Oui, à l'automne 86, on aurait cette grosse pièce, nouvelle pièce, qui serait bronzée, qui serait très belle, semble-t-il. Et ça fait le bonheur, naturellement, des entreprises de distributrices. Mais, tu comprends? Et quand tu achètes des cigarettes aujourd'hui, tu n'as pas une demi-heure à la Et ça fait moins lourd dans les poches aussi, hein. Et puis, quant à la pièce de monnaie, au papier monnaie, $1, il va disparaître en 3 ans. Ah bon? C'est le temps qu'on s'est donné pour faire disparaître le dollar. Je vais te parler de Pauline Julien. Ah oui? Tu sais, je pense que j'ai pas été gâté par elle. Elle m'a chanté seulement 2 fois dans ma vie. Mais je peux dire quand même aujourd'hui, c'est juste ça. Mais je peux dire quand même aujourd'hui que sans elle, la chanson québécoise n'aurait pas été pareille. Mesdames et messieurs, Pauline Julien. Les oiseaux qui s'égarent la nuit, souvent ils reviennent de très loin. Ils se confondent avec le bleu du ciel que jamais plus je ne pourrai saisir. Encore une fois les souvenirs reviennent, les jeunes années que j'ai données. Et sur la mer, un rêve m'apparaît, tout ce que j'ai aimé, tout ce que j'ai perdu. Un songe à jamais perdu, comme nous avons perdu tous les oiseaux et la mer. Un songe si bref et très ancien comme le temps, dans un ancien miroir ne peut laisser de traces. J'ai tant cherché à me perdre dans plusieurs autres vies, et chacune de ces vies, chaque fois c'était toi. Puis un jour, j'ai enfin compris que le mot adieu veut dire adieu. La solitude m'a dévoré. Nous voilà deux. J'aime les oiseaux qui s'égarent la nuit. Souvent ils reviennent de très loin. Ils se confondent avec le bleu du ciel que jamais plus je ne saurais saisir. Je suis devenu un oiseau perdu. Souvent je reviens de très loin. Je me confonds avec le bleu du ciel que jamais plus je ne pourrai saisir. Soy como el pájaro perdido que vuelve desde el más allá. Quand tu as laissé tomber ton char, je me suis précipité pour aller le chercher. C'est beau. On peut pas dire que c'est une toilette heavy metal, mais c'était comme un petit oiseau, c'était léger, c'est très joli. Oui, tant mieux. On entend juste des belles choses. À chaque fois que tu reviens de France,
À chaque fois que tu es là-bas, les nouvelles parviennent je suis vite. ici, parce que là, je suis ici pour un bout de temps. Hein. Qu'est-ce que tu vas faire ici, là? Ben là, je vais chanter. Ben, j'espère bien. Mais as-tu quelque chose en particulier? Ben là, je suis au festival, le 14 juillet, au festival d'été à Québec. Et puis, en octobre, je serai à Montréal de nouveau. Dis-moi, Pauline, quand tu étais petite, qu'est-ce que tu écoutais comme musique? Comme musique, il y avait, quand j'étais petite. Oui, avant de commencer à chanter. Ben là, c'est ma sœur qui était 4 ans plus vieux que moi et qui écoutait beaucoup les opéras et j'aimais ça aussi. Oui. Après ça, je les ai plus aimés, puis là, je les ai réaimés. Et puis, il y a ma mère aussi qui chantait, qui m'a appris tout le folklore québécois, et puis les chansons de Botrel, tu vois. Ah. Alors, c'est peut-être là que j'ai pris le goût de chanter. C'est ça. Et puis maintenant, qu'est-ce que tu écoutes comme musique? J'écoute Très presque peu. tout. Oui, presque tout? Oui. C'est pas dire le contraire. Non. Ah oui? Le jazz. Le rock and roll aussi, la musique heavy aussi, oui. Oui. On est obligé, hein? Pas juste, pas tout, mais Oui. des choses que j'aime beaucoup, ouais. Et puis, pour faire de l'exercice, montes-tu des escaliers? Il y en a 4. Où c'est, à Paris ou ici? Non, ici. Ah, tiens, chez vous, à Paris? Oui, presque, parce que ça fait des années que je vais chez une amie qui est pianiste d'ailleurs et qui vit seule et on est comme 2 sœurs. Bien. Alors, c'est bien. Alors, Nicole va nous monter des escaliers. Tu veux tout savoir de moi, Je vais là? tout savoir de toi, puis tu n'as pas fini en plus. Bonsoir, Jean-Claude Fortier. Bonsoir, Nicole. On vous connaît, vous êtes un chroniqueur, vous êtes particulièrement soucieux du bien-être des Québécois. Et aujourd'hui, vous allez nous parler d'une activité qu'on connaît très bien, qu'on pratique, mais sans y penser, de la marche. Oui. Est-ce qu'il faut encore convaincre les gens du bien-être de la marche? Oui, il faut toujours. Nicole, je pense que c'est un peu comme dans n'importe quoi. Il faut répéter souvent. Je pense que la vertu vient avec la répétition. Et dans le cas de la marche, oui, on a l'impression que c'est une activité qui est presque inutile ou une activité qui a très peu d'importance parce que on dirait qu'il faut faire un effort, il faut se meurtrir un peu, il faut se faire violence pour que ça soit profitable en activité physique, ce qui n'est pas le cas. Pas toujours, en tout cas. Et même au contraire, je dirais d'une façon positive, qu'il faut que ce soit agréable. Or, la marcher, c'est plus souvent agréable que d'autres choses. C'est vrai, on peut rendre l'activité extrêmement agréable. Et je pense que ce qui est d'important à souligner, c'est que c'est une activité qui s'adresse à tout le monde et surtout à ceux qui sont vraiment pas en bonne forme physique. Oui, Nicole, c'est un fait. C'est que souvent, on a des activités qui s'adressent à une clientèle particulière. C'est-à-dire qu'ils vont soit aux hommes, soit aux femmes, soit aux jeunes athlètes, soit aux moins jeunes. Puis on a toujours des restrictions. Dans le cas de la marche, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de restrictions, mais il y en a, c'est l'activité où il y en a le moins. Et donc, si on le prend d'une façon positive, la marche, c'est à tout le monde. Et ça appartient à tout le monde, jeunes, moins jeunes, hommes et femmes. Qu'on soit même soumis à certaines restrictions physiques, certaines, on peut toujours marcher. Vous parlez de restrictions physiques, eh bien, quelles sont-elles? Bien, c'est sûr que, mettons qu'un sédentaire, on va parler, évidemment, souvent, les gens qui nous écoutent, ce sont des gens passés, mettons, peut-être 35, 40 ou 50 ans. Je ne veux pas dire que c'est juste des gens de cet âge-là, mais quand même. Ils sont assez pour nous écouter, ça c'est sûr. Oui, je pense qu'ils sont nombreux et nombreuses. Eh bien, forcément, souvent, ce sont des gens qui ont été sédentaires pendant longtemps, qui sont inactifs complètement. Alors, si on demande à ces gens-là de s'adonner à une activité qui est assez violente, mettons, je prends un parallèle, là, disons, on va prendre celui qui est le plus commun. Des fois, les gens pensent peut-être que je suis un adversaire, mettons, du jogging, ce qui n'est pas le cas du tout, loin de là. Mais le jogging ou la course, parce que la course est une étape un peu plus avancée du jogging, c'est plus violent un peu forcément. On saute, c'est moins naturel. Je ne veux pas dire que c'est pas naturel du tout, mais on se doit de sauter. Donc, il y a un choc au niveau de la colonne vertébrale. Le cœur pompe davantage. Et touchant le cœur, là, faut le dire, c'est un muscle. Alors, évidemment, s'il n'est pas entraîné, il peut avoir les mêmes, disons, subir les mêmes contre-coups qu'un muscle normal. Il se fatigue vite, il est peut-être un petit peu endolori. Et on peut s'échauffer, on peut être étourdi, on peut avoir beaucoup de... Tandis que la marche, on peut doser davantage la pratique de la marche parce qu'on a un meilleur contrôle là-dessus. On peut marcher lentement, plus rapidement, on peut arrêter, c'est sûr que si on a une sonnette qui sonne, là, on sent qu'on est un petit peu mal à l'aise, on va ralentir si on arrête. Mais pour connaître les bienfaits de la marche, est-ce qu'il ne faut pas la pratiquer de façon, si vous voulez, structurée, sur des terrains particuliers, à un rythme particulier, avec une certaine intensité?
Oui et non. Ah bon, j'aime ces réponses-là. Oui et non, parce que dans le sens que on peut dire que oui, dans le sens que on peut la faire. Je dirais qu'on pourrait faire la marche un peu à la bonne franquette, d'une certaine façon. On n'est pas obligé de la structurer comme un entraînement intensif. Mettons un exemple. Si on fait de la natation, il faut avant tout savoir nager. Alors c'est ce qui est un peu moins naturel. Marcher, on le sait déjà. Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on n'a pas besoin de structurer autant un entraînement de marche qu'un entraînement. Je ne parle pas d'un marcheur olympique à la Jobin, là, mais je parle de marcher pour le plaisir. Mais par contre, il faut structurer un petit peu aussi. Et je pense que je soupçonne votre question dans ce sens-là, Nicole, c'est que il est bon de le programmer un peu, parce que si on fait juste marcher pour le plaisir, ce qu'on ferait du lèche-vitrine, on marche, on arrête, on traîne un peu la patte, c'est sûr que là, il faudrait marcher bien, bien longtemps avant d'avoir des effets d'entraînement. Par contre, je dirais ceci, pour répondre à votre question d'une façon plus précise, là, pour être vraiment précis, c'est que vous commencez lentement, à la bonne franquette, plaisant, agréable, bon, et vous augmentez l'intensité, vous augmentez le rythme, vous augmentez le temps aussi. Là, vous jouez avec plusieurs facteurs d'entraînement. Parce qu'une chose qu'il faut dire, c'est que peu importe ce que l'on pratique comme activité physique, que ce soit une activité très simple comme une activité plus compliquée, les principes d'entraînement, de fréquence, de rythme, d'intensité et d'effort sont toujours les mêmes. Alors, qu'est-ce que vous suggérez à quelqu'un, par exemple, qui a été sédentaire et qui veut lentement acquérir de bonnes habitudes? Vous parlez de commencer lentement. Ça veut dire combien? On fait quoi? 1 kilomètre, 2 kilomètres par jour? C'est difficile à dire parce que on dirait, il n'y a pas de règle d'or. Moi, je dirais tout de suite au préalable, avant d'aller là, puis pourtant c'est simple, je dirais peut-être que de prendre avis pour des sédentaires, là, puis des vrais sédentaires, il y a des gens aussi qui sont rendus presque à l'âge d'or qui nous écoutent et qui ont peur de l'exercice. Puis moi, je m'adresse surtout à eux autres, là, à ces gens-là, d'une façon particulière. Je dirais, écoutez, prenez au moins avis auprès du médecin, là, s'il n'y a aucune restriction. Et suite à ça, commencez en faisant, oui, peut-être le tour du jardin, l'environnement un peu, où on demeure, pour découvrir également ce qu'on a chez nous. Et augmenter, vous allez voir, je pense que le meilleur jeu, c'est soi-même. Il ne faut pas non plus, et ça c'est une restriction, je dirais, ne pas se surestimer. On a toujours l'impression qu'on peut en faire plus. Et si on se surestime, si on évalue sa condition à plus qu'elle est, on peut avoir des désagréments. Et on augmente la fréquence au rythme. Je pense que les chaussures sont particulièrement importantes, de même que le vêtement. Oui. Pour marcher, Nicole, là, c'est important, c'est que même si l'activité est facile, un soulier de marche, donc les espadrilles, maintenant, on en voit partout. Là. Autrefois, quand on parlait de ça, les gens avaient l'impression qu'il fallait être un athlète pour avoir sa paire d'espadrilles, puis ou encore, on avait l'air fou avec ça. Ce qui est le contraire. Aujourd'hui, les gens vont travailler avec ça, on les voit partout. Alors, je pense que c'est la pièce d'équipement, le morceau de vêtement qu'on voit le plus. Et ça, c'est important. Il y a un bon soulier pour être très, très, très confortable. D'ailleurs, les pieds sont la partie du corps qu'on néglige le plus souvent. Ça, alors, c'est vrai, oui. Prenons-en soin. Avertissons notre monde là-dessus. Et ensuite, les vêtements, avoir des vêtements amples, chauds, que ce soit des lainages ou un bon coton, mais des choses très amples et très chauds aussi, autant que possible. Vaut mieux avoir un peu plus chaud qu'avoir froid ou des refroidissements. Et laissons faire les bijoux et ces choses-là, c'est pas une parade de mode. Soyons surtout confortables. Et plutôt en enlever qu'en ajouter ou que d'avoir une misère à un moment donné d'avoir des refroidissements. Alors je pense que les vêtements sont importants à ce niveau-là. Et on peut le dire, on profite énormément aussi lorsqu'on marche des effets psychologiques, culturels, puisqu'on peut admirer le paysage, admirer les magasins qui tiennent nous en dit. Vous, vos coins préférés pour faire la marche? Moi, je pense dans les parcs. Là, on est à Montréal, c'est sûr que c'est plus facile d'en parler un petit peu, mais dans la région de Montréal, il y a des parcs sur le Mont-Royal, ce soit au parc La Fontaine. Il y a 1001 coins magnifiques à découvrir. Et quand on les a découverts et on les connaît, on peut aller facilement un petit peu plus loin à l'extérieur de la ville. Il y a des sentiers de randonnée pédestre qui existent. Il y en a de magnifiques. On peut faire un peu d'écologie. Je veux dire, à ce niveau-là, c'est indéfinissable. Il n'y a plus de fin. Alors, au Québec, on est chanceux de ce côté-là. Alors, Jacques, vous êtes convaincu. Alors, bon été, bonne marche. Merci, Jean-Claude. Bienvenue, Nicole. Est-ce que tu aimes ça, le jogging? Je déteste vraiment aussi le courir. J'haïs ça parce que moi, j'aime le sport quand il y a une compétition. Ah. C'est le seul domaine où j'aime la compétition. Oui. Le sport. Je joue au tennis, même très bien. Sais-tu que ça fait longtemps que je t'ai vu? Je te pensais pas aussi grand que ça. J'avais oublié. Tu fais dans le 6 pieds. Comme le Christ. Oui. 6 pieds. J'avoue que c'est des bons vêtements pour cacher. C'est des bons vêtements pour cacher certaines choses. Oui. Mais tu n'es pas un sportif, vraiment pas. Oui, je suis un... Pas vrai. C'est toujours de bonne humeur, en tout cas. Ça, c'est pas vrai, ça.
J'imagine que même si tu étais triste, ça paraîtrait pas. Il y a des moments où je suis de mauvaise humeur, je me montre pas la face. À ce moment-là, tu restes caché. Ouais. Oui. Quoique, si ça va vraiment mal et quelqu'un me demande comment ça va, Pierre, je répondrai jamais toujours bien. Non, je dis non, ça va pas là aujourd'hui. Ça fait longtemps que tu as écrit. Des chansons pour moi, oui, ça fait 1 an et demi, 2 ans. Travailler pour les autres, par contre. Pas beaucoup, non. J'ai plutôt donné beaucoup de spectacles et... vous avez fait une tournée avec L'Éveillé, avec Claude Gauthier. Ici ce soir. Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait? Beaucoup. C'est une bonne idée, en tout cas. On s'est amusé beaucoup. C'était un spectacle très simple. On était juste tous les trois, avec nos guitares, le piano, pas de musicien. Oui. Ben, on était là, nous autres. C'est ça. En fait, trois. Oui. Et puis, on a fait une 60aine de spectacles dans des salles de 200, 300 places. On s'est vraiment amusé beaucoup. Oui. On a... J'aime pas cette expression-là, mais je pense qu'elle est juste... On a livré la marchandise très simplement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que vous êtes... On a chanté très simplement. Oui. C'était à prendre ou à laisser, ce genre de spectacle-là. Oui. J'ai entendu une chanson il y a quelques mois, puis je me suis dit, tiens, il s'est remis à écrire. C'est celle que tu vas chanter maintenant. Ça va être heureuse. Belle, hein? Oui, ben, je suis à l'aise dedans. Elle fait semblant d'être heureuse, d'avoir éliminé celui qui l'a laissé, un peu comme on laisse son verre sur la table. Elle fait semblant d'être heureuse, de s'en être sortie assez vite, merci, sortie de justesse, sans regret véritable. On la voit quand même porter sur elle la faute froissée, jaunie, usée, inhabitée, des jours anciens, comme une pierre à ses souliers qui l'empêcherait de s'envoler vers de plus glorieux lendemains. Elle fait semblant d'être heureuse et s'entoure de gens pour qui les grands sentiments sont une servitude qui n'est plus à la mode. Elle fait semblant d'être heureuse en disant qu'elle sait désormais négocier avec la solitude, qu'elle s'en accommode. On la voit quand même porter sur elle la faute froissée, jaunie, usée, inhabitée, des jours anciens, comme une pierre à ses souliers qui l'empêcherait de s'envoler vers de plus glorieux lendemains. Elle fait semblant d'être heureuse, et dans son agenda, elle s'écrit des tas de les berrues de la France. Elle fait semblant d'être heureuse, un soir avec Alain et l'autre avec Sylvain, mais jamais aucun d'eux n'aura sa préférence. Elle fait semblant. Ce matin, à Sorel, il y avait rencontre entre les gens du milieu pour essayer de trouver une solution au conflit qui paralyse Marine Industrie, la grève depuis 10 mois maintenant. On a formé une sorte de comité de citoyens. Et puis, il y a le syndicat des employés de Marine qui lançait sa campagne d'information de 2 mois, paraît-il. En tout cas, le président du syndicat de Marine, François Lamoureux, est avec nous ce soir. Monsieur Lamoureux, est-ce qu'on n'est pas en train, du côté syndical, de mettre tous les éléments de son bord pour que ça dure longtemps, cette grève-là? Vous avez votre centrale syndicale CSN qui vous donne 50 sous par membre par semaine. Vous avez ce comité qui est maintenant formé. Et puis, cette campagne d'information de 2 mois. Est-ce que vous vous préparez pour durer ça longtemps? Disons que c'est peut-être beaucoup mieux un moyen préventif que la grève se termine le plus rapidement possible, parce que lors de la formation du comité de citoyens ce matin,
c'est 2 à 3 journalistes qui nous avaient contactés à l'effet que ce serait peut-être pas belle que les citoyens réellement se prennent en main et prennent des décisions concernant le conflit de marine-industrie. D'ailleurs, qui sont les gens qui font partie de ce comité qui a été formé très rapidement? Oui. Il y a des gens du Centre des affaires, des gens de Corporation de développement économique, des maires, des avocats, des enseignants, un peu tout le monde là, de tous les agents socio-économiques de la région réellement qui sont impliqués, qui ont suivi de très près le conflit en marine-industrie. Puis je pense que c'est très louable le fait que les gens, ce matin, se soient présentés, mais aient pris des positions concrètes aussi. Ils ont déjà pris des positions. Oui. Qu'est-ce que c'est leur position? Des positions recommandant à la direction de marine-industrie d'essayer de faire des contre-propositions à la partie syndicale. Parce que dans les 3 derniers mois, la partie syndicale a présenté 3 propositions concrètes qui, malheureusement, n'ont pas été acceptées par l'employeur. Et ce que les gens de la région trouvent, c'est que l'employeur ne fait pas d'efforts vis-à-vis d'une contre-proposition qui pourrait être aménageable et on lui demande de faire ça dans les prochaines heures. Également, on s'adresse au gouvernement du Québec lui demandant de pouvoir s'impliquer dans le conflit marine, mais s'impliquer beaucoup plus de façon incitative que législative ou par règlement administratif, c'est-à-dire dans les éléments du rapport Blain-Désilet qui avait été déposé aux 2 parties, de pouvoir faire en sorte d'éclaircir ce rapport-là et de mettre beaucoup plus de précision. Bon, mais quand vous dites éclaircir ce rapport-là, M. Lamoureux, il reste quand même que le point central, c'est toujours les 7 congédiements de vos syndiqués là, qui doivent subir des procès. Il y en a un dont le procès s'est terminé et le jugement sortira la semaine prochaine, je crois. C'est ça le cœur du problème actuellement. On pourrait dire, le cœur du problème, il y a évidemment la question monétaire qui n'est pas réglée. Mais ça, paraît-il que ça pourrait se faire assez rapidement. Si le problème des 7 était réglé, M. Lamoureux, honnêtement, est-ce que ce ne serait pas le déblocage? Ça serait sûrement un très bon déblocage, sauf que je n'ai pas encore la certitude du côté de l'employeur qu'on serait aussi près que ça sur la question monétaire, mais je l'espère, à tout le moins, je l'espère. Mais pour les 7, là, vous tenez mordicus à ce qu'il n'y ait aucun congédiement, que ce soit seulement des suspensions. Ça, vous ne céderez pas là-dessus? Je pense que c'est une question également de justice. Je regardais ce matin M. Jean-Guy Dubuc dans la presse qui citait la justice est longue. La justice, il y a un processus qui est tellement long que 6 employés congédiés subiront leur procès seulement qu'à l'automne et ça pourrait aller très tard, même au début de l'hiver. Et là-dessus, ce qu'on veut, et puis d'ailleurs, les gens de la région, c'est un peu ça qu'ils ont mentionné ce matin, la sévérité de la peine. C'est un peu la peine capitale. Et à partir de ce moment-là, suite au premier jugement que nous avons eu, on a vu qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dessoufflées. C'est-à-dire les faits qui avaient été rapportés étaient beaucoup plus amplifiés que les faits réels. Alors pourquoi vous ne faites pas confiance à messieurs Blain-Désilet quand leur proposition, par exemple, concernant les 7 est la suivante: laissons la justice suivre son cours. 1 mois après que les jugements seront rendus, dans tous ces cas-là, les recommandations pourront venir de M. Blain et Désilet. Vous ne leur faites pas confiance quand vous dites que c'est un ballon. Eux-mêmes doivent être en conscience si c'est vrai ce que vous dites. Pourquoi ne pas accepter cette proposition, retourner au travail, laisser la justice suivre son cours et ensuite écouter les recommandations? Je pense que c'est pas mal tout de même dans le sens du rapport Blain-Désilet que nous avons été la dernière proposition syndicale samedi dernier. Je soulignais encore M. Dubuc ce matin, en effet, que le syndicat avait progressé. Il y a 75 du rapport que nous avons accepté. C'est à l'effet qu'on a concédé. Oui, mais sauf toujours ce problème des 7 congédiés. Oui. C'est toujours là-dessus que ça bloque. La question clé, c'est à savoir, au moins, si on pouvait avoir une assurance que les gens étaient innocentés, n'étaient pas congédiés. Mais comment pouvez-vous, M. Lamoureux, demander une assurance que les gens vont être innocentés à des conciliateurs? Non pas innocentés. Les gens qui seraient innocentés, actuellement, leur procès ne serait pas congédié. Et ça, c'est un peu même... Vous ne pensez pas que ça va de soi ou presque? On est d'accord avec ça. Je pense que votre argumentation est bonne, mais à l'effet que ça va de soi, on veut simplement que d'avoir une assurance formelle là-dessus. Parce que, vous savez, même au gouvernement, même dans tous les milieux, il y a des gens qui disent qu'effectivement, il y avait peut-être un trou dans le rapport Blain-Désilet, c'est qu'il n'y avait pas assez de précision tant qu'à la nature de ce qui arriverait aux gens. Et je me dis, si on n'est pas si loin que ça, ce n'est pas un recul par rapport au rapport Blain-Désilet, mais c'est simplement qu'une précision, un éclaircissement. Et même nous, on est prêt à reconsidérer notre position que nous avons prise. Si le gouvernement peut faire en sorte d'éclaircir un peu plus cette position-là, je me dis, je pense que ça vaut le coup. Est-ce que vous avancez un peu en disant, si les gens, effectivement, sont reconnus coupables de
de choses graves et que on disait pour 3 ou 4 d'entre eux, ils seront congédiés, les autres non. Est-ce que ça, vous êtes prêts à aller jusque-là? Nous, c'est pas notre prétention d'aller jusque-là pour la simple et unique raison, c'est que déjà les gens sont assignés à leur procès. Donc, on accepte que les gens n'entrent pas au travail jusqu'à leur procès. Deuxièmement, il peut y avoir des pénalités de la Cour criminelle, qui peut être des peines d'emprisonnement s'il y aurait lieu. Et ensuite, nous, on prévoit un système de suspension pouvant aller de 2 semaines à 6 mois. Alors, ça veut dire que ça peut être des périodes s'échelonnant d'1 an, 2 ans de suspension, plus peut-être des périodes de probation. Alors, on se dit, dans la société, on se donner des règles, qui est la justice. Laissons suivre la justice son rôle. Mais il me semble qu'à un moment donné, qu'une personne elle a été jugée une fois sévèrement, dans la société, on s'évertue à ce que les personnes qui sortent de prison, qu'on essaie de les réhabiliter. Alors, on essaie dans la société de faire cet effort-là. Alors, il nous semble que d'un conflit pas qu'un employeur, par exemple, qui a été victime de violence du côté de ses cadres par des gens, par exemple, qui appartiennent à un syndicat, que cet employeur-là puisse, à un moment donné, se départir de ces employés-là. Ça, vous n'acceptez pas ça, en principe. À partir du moment où que les gens n'ont pas été reconnus coupables de ces faits-là, je me dis, il n'y en a pas eu de violence, comme je disais tantôt. Mais vous allez plus loin que ça, même s'ils étaient reconnus coupables, vous acceptez toujours pas que l'employeur puisse dire, on ne veut pas ce genre d'employé. Ça, le principe, vous êtes intransigeant là-dessus. Je pense que le principe, on a été pas mal loin. On est rendu, je pense, à 75 %. Il reste peut-être un petit 25 % de bout de cheminement à faire dessus. Mais je me dis, dans aucun des employés qui sont là, il y aura des cas d'accusation graves. Le temps presse, parce qu'il y a des échéances qui s'en viennent. Il y a un contrat là, de wagon qui va sauter. Et puis, il y a peut-être aussi un autre contrat de barrage en Inde, là, des contrats importants pour l'entreprise. Si l'entreprise perd continuellement des contrats, comment voulez-vous qu'elle ne ferme pas? Vous savez, l'entreprise marine, c'est une entreprise qu'on tient réellement à cœur parce que on vit là, nous, depuis très longtemps. Depuis 1937, Marine s'est établie. C'est sûr et certain qu'on ne tient pas à perdre des contrats. C'est d'ailleurs la raison pourquoi on a encore déposé une contre-proposition en fin de semaine, pourquoi qu'on a des contacts permanents aussi avec des gens du gouvernement pour tenter de trouver des solutions, mais également avec le comité des citoyens. Peut-être revenir encore une fois sur la question des 7 congédiements. Du côté syndical, est-ce qu'il ne faudra pas faire un autre petit pas, là? S'il y a des éclaircissements du rapport Blain-Désilet pouvant nous permettre de voir réellement ce qui se passe à l'intérieur, je pense qu'il y a moyen de regarder ça très sérieusement. Bon, et ça là-dessus, si vraiment les Blain-Désilet décidaient de revoir un peu cette partie-là, vous seriez prêts, vous autres? Oui, effectivement, parce que vous savez, chez nous, c'est très démocratique. Puis d'ailleurs, je voyais à votre émission, M. Andréen, qui avait passé la semaine dernière, qui disait qu'il n'y avait jamais eu de vote secret dans ce syndicat-là en 10 mois. Je dois dire que le dernier vote secret remontait si vous permettez, M. Lamoureux, M. Hintz étant absent, là, c'est un petit peu embêtant. Ce qu'il a dit, c'est qu'il n'y avait pas eu de vote secret sur une proposition patronale globale. Peut-être aussi qu'il n'y a pas eu de proposition patronale globale. Mais justement, est-ce que, s'il y en avait une, est-ce que le syndicat serait prêt à la mettre aux voix, un vote secret et surveillé par le ministère du Travail? Vous seriez prêt à faire ça? Vous savez, le 14 novembre, il y a eu une proposition de l'employeur globale de règlement. Et à partir de là, on a passé au vote secret avec un pourcentage de 86%. Les choses ont évolué depuis le temps, ça fait quand même... Je pense que ça se dit de plus en plus dans la région, en effet, que l'employeur puisse préparer des contre-propositions. Et évidemment, on a toujours été prêt à le faire. J'espère que ça pourrait être des contre-propositions valables. M. Lamoureux, est-ce que finalement, là, c'est une question de semaines maintenant ou de mois, d'après vous? Je crois définitivement, s'il y a une certaine volonté d'éclaircir, ça pourrait être une question de semaine et il faut que ce soit une question de semaine. Merci, M. Lamoureux. Merci. Bonne chance, M. Lamoureux. Merci, Jean Dumas. Il fait bien ça, hein, Jean Dumas? Oui. Wow, en tous les cas, il connaît ses dossiers. Hein. L'autre, 60 jours de tournée, tout le monde rêve de faire ça. En tout cas, dans le métier, il y en a plusieurs qui seraient prêts à partir. C'est vrai, ça. C'est un peu ce qu'on s'est dit aussi pendant le arrêtons de rêver, puis faisons-le. Faisons-le. Est-ce qu'il a eu l'idée de faire ça? Je pense que c'est, faut le dire, c'est Pierre Jobin, puis c'est un peu Pierre, c'est un peu nous trois, les 4 finalement, mais... On sait que tu es lié d'amitié avec Pierre Letourneau depuis des années. Ah oui, depuis... Donc vous êtes partis comme dans l'ancien temps, des chums ensemble, ou avec vos femmes puis vos enfants? Non, des chums ensemble. Oui? C'est mieux comme ça, hein? Donc tu as revu tes vieux pays et tes anciennes blondes, alors? À Rimouski, oui. Où est-ce que vous êtes allé?
On est allé en Gaspésie, on est allé au Nouveau-Brunswick, et on s'est arrêté après ça un mois, puis chanté à Québec. Tendresse Ouest. Je sais qu'il était fini ce disque-là depuis presque un an et demi, puis tu ne sortais pas encore. Ben, mon Dieu, il est sorti, là, ça fait 7-8 mois, mais pas tout à fait officiellement. Je crois qu'à l'automne, il y aura un lancement officiel. Tu veux dire, tu as sorti ton disque, tu n'as pas fait de lancement? Non, non, je suis allé voir si c'était possible. Ça pouvait se faire comme ça? Ça se fait encore, c'est possible. Et puis, mais c'est encore possible de faire un disque. Alors, mais savez-vous que son disque était sorti? Mais moi, je savais qu'il était prêt, mais je ne savais pas qu'il était sorti. Ouais. La chanson que tu vas chanter, c'est un extrait. C'est une chanson de ce femme. disque-là. Des sujets qui te collent. Oui, la femme aussi. Femme de tendresse, femme de bonheur, sans adresse, femme de solitude, femme détresse, femme de nos délires, à boire et à chanter. Femmes en orbite, femmes pleine lune qui nous habite, femmes soleil levant qui nous invite à faire de beaux enfants pour la continuité. Femme libération, femmes entières, je vous aimais samba, je vous aime soldat. Femme nouvelle ère, je ne chante pas que pour vous plaire. Comptez-moi dans vos rangs pour solidaire de votre légitime guérilla. Dans le combat et dans la fête, dans nos victoires et nos défaites, dans notre cœur, dans notre tête, arrangeons-nous pour nous aimer encore. Très beau, Claude. C'est beau. C'est doux. C'est à ton contact que j'y pense le plus. Parce que depuis le début de la série, tout le monde, personne me dit t'animes bien ou tu chantes bien. Tout le monde me dit t'as donc des beaux cheveux. Tout le monde est rien que là-dessus. On ne t'a jamais dit ces choses-là. Écoute, moi, en tout cas, ça me fait de bien. On va se laisser pousser les cheveux. On va se laisser rallonger. En tout cas, c'était très doux. Ça fait changement du forum, en tout cas. Oui. Ah, c'est très fort. Au forum, c'est fort. Même ici, c'est toujours fort. très fort. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a réglé le cas. Paraît-il qu'il y a un jeune qui a inventé une sorte de système
pour se boucher à moitié les oreilles quand la musique est trop forte. Bonsoir, François Guy. Est-ce que ça, c'est dommageable pour vos oreilles? Ça, c'était pas trop pire. Ça, c'est pas pire. Ouais. Bon, alors ici, il n'y a pas de problème pour ce soir. Il faut le dire, François, vous êtes musicien. Et ce qui me surprend, c'est qu'au moment où les jeunes s'intéressent de jouer vraiment de la musique beaucoup plus forte, vous criez baisser le volume. Qu'est-ce qui fait que vous vous intéressez comme ça à la surdité partielle? Ben, la première des choses, c'est que j'ai déjà sorti avec une fille qui était sourde de naissance, partiellement comme ça. Puis ensuite, c'est que moi, j'ai étudié dans beaucoup de styles de musique différents. Alors, je suis amené à travailler dans un concert pop un jour et puis à diriger un petit orchestre de Mozart le lendemain. Alors, c'est des choses qui sont très difficiles des fois pour les oreilles. L'oreille se fatigue, puis tout de suite, je me suis rendu compte là, de la valeur de mon oreille, puis de la valeur du fait d'être capable de pouvoir entendre la musique vraiment bien. Alors donc, c'est d'une part une expérience personnelle et vous m'aviez expliqué hier aussi que c'était une façon pour vous de conserver vos clients en bonne forme. Ben oui, naturellement. Si je suis musicien, si je fais des concerts pop, je sais qu'il y a des gens qui vont venir, mais si je fais un concert classique, ben s'il y a des gens qui sont déjà assourdis, même s'ils sont susceptibles d'aimer ça éventuellement, ils ne viendront pas me voir. Alors, vous allez nous expliquer quels sont les grands coupables au niveau de la surdité partielle que vous craignez tellement? Bon, en fait, c'est les sources de bruit très forts. Il y a les machines et puis il y a les haut-parleurs de toutes sortes. Là. Les machines, ils sont dans les usines, on s'en occupe maintenant, la CSST contrôle ces choses-là assez bien. Mais les haut-parleurs, il y en a de plus en plus. Alors, il y en a au forum, c'est sûr que c'est les plus bruyants. Il y en a dans les salles de concert. Mais il y en a aussi un petit peu partout, dans les mariages, les congrès. Chez vous, chez soi, on en a des haut-parleurs. Et puis, souvent, ils sont très forts. Et puis, de là vient le danger. Puis, c'est surtout, plus il y en a, plus l'usage est répété. C'est la répétition qui crée la fatigue et qui crée la permanence du dommage. Alors, vous allez nous donner là, des exemples très, très concrets pour illustrer des bruits forts. À quelle distance est-ce qu'on est? Qu'est-ce que ça veut dire en décibels? Bon, ce que les scientifiques ont comme règle générale, 90 décibels, par exemple, c'est quand on est à 4 ou 5 pieds de distance, à peu près comme vous et moi. Si je suis obligé d'élever la voix pour vous parler, c'est parce qu'il y a un bruit de 90 décibels qui nous entoure. Alors, si vous imaginez que si vous êtes au forum puis que votre voisin vous crie directement dans l'oreille, puis que vous n'êtes pas capable de percevoir c'est quoi qu'il dit, vous êtes là, on a des gros problèmes. Ouais. Une grosse exposition. Puis, ben, le principe veut que plus l'exposition est intense, plus la durée doit être réduite. Puis, bien souvent, un show au forum, ça dure quand même 1h30, 2 heures, puis c'est pas mal long. Alors, parlons justement là, des fameux spectacles rock versus les concerts soit donnés par l'orchestre symphonique. Est-ce que les deux sont également dommageables? Non, le concert symphonique est moins intense d'une part. Le son est moins fort. On atteint 90 décibels, mais pas souvent, et puis pas trop. Dans du Wagner. Dans du Wagner, c'est très fort dans les pièces aussi où il y a beaucoup de percussions. Mais c'est surtout le fait que la source du son est quand même pas mal diffuse. C'est chaque instrument, et puis la source du son est très diffuse. Alors que le problème avec les haut-parleurs, c'est qu'ils sont très concentrés. Si vous avez, par exemple, 2 groupes de haut-parleurs à l'avant de la salle, bon, ben, si vous êtes à l'arrière, il va falloir les mettre fort pour que vous entendiez. Si vous êtes à l'avant, comme ça m'est arrivé la semaine passée, vous n'entendez plus rien pendant 2 jours. Puis, voilà. Maintenant, il y a une chose, on parle des concerts, tout ça. Lorsque je pense à surdité partielle, il y a danger pour lui. Je pense certainement au Walkman. Il me semble que même ça, c'est une source de danger encore plus puissante puisque le son est canalisé et puis on peut régler le volume à un point tel qu'on annule tout l'environnement. Oui, potentiellement, le Walkman est plus dommageable, sauf que le réglage du volume, c'est vous qui l'avez. Alors, si vous êtes bien informé, si vous êtes sensibilisé au problème, à ce moment-là, vous pouvez vous habituer à utiliser le Walkman plus doucement et puis à ne pas l'utiliser dans des circonstances bruyantes. Déjà, utiliser le Walkman dans le métro, c'est trop bruyant. Ça vous oblige à le mettre trop fort pour l'entendre, puis vous vous entourez d'un son qui est trop fort. Mais le Walkman, à partir du moment où on sait, où on est conscient du problème, c'est moins un problème que dans les salles ou ces choses-là où est-ce qu'en principe, on ne peut pas régler le volume. C'est fort, on subit ce qu'on peut faire. Maintenant, quels sont les signes d'une surdité partielle ou enfin d'une soirée où la musique a été trop forte? Bon, ben naturellement, bien souvent, au moment même de l'exposition, souvent on va avoir mal à l'oreille. Ça, c'est signe que c'est vraiment très fort. Ou après la soirée, on va ressentir des bourdonnements dans l'oreille ou des sifflements qui sont continus. Et puis, on va perdre une partie de notre audition. Maintenant, on va se rendre compte qu'on n'entend plus les sons aigus. Ça peut durer de plusieurs heures à plusieurs jours, là, dépendant de l'intensité de l'exposition. Après ça, l'audition revient à peu près normalement. Mais les dommages
permanents sont plus pernicieux que ça parce qu'ils se créent et ils vont se révéler seulement plusieurs années après les expositions répétées. Maintenant, vous allez nous expliquer votre solution. Jean-Pierre Henry, là, tantôt, on a parlé de vos bouchons d'oreilles, mais quelle est la différence entre les bouchons d'oreilles que vous avez fabriqués, on peut peut-être les voir là, présentement, et ceux qu'on trouve dans le commerce? Bon, on en trouve dans le commerce des très bons. En réalité, il y a un usage spécifique pour chacun. En réalité, ceux qu'on trouve dans le commerce, souvent, ils sont faits en éponge. S'ils prennent l'expansion dans l'oreille, ils sont très bons, mais ils sont très chauds, par exemple. Ils ferment l'oreille un petit peu trop hermétiquement. Et puis, du reste, on entend tout ou on n'entend rien. Quand on les enlève, on les entend plus. Quand on les enlève, on entend tout. Mais quand on les met, on les entend plus rien. On ne peut pas s'en servir réellement pour uniquement ajuster le volume. Parce que dans le fond, on veut un concert qui est très fort. On veut que ça soit un petit peu... si on veut un concert qui est très fort, on veut vraiment avoir beaucoup de suppression du son. Si on veut un concert, c'est juste un petit peu trop fort, ben on va chercher à les insérer juste un petit peu. Ceux qu'on fabrique soi-même, alors, ils ont cet fabriquez-nous avantage. vos petits bouchons, là, qu'on voit exactement ce que ça donne. Bon, vous les fabriquez? Oui, c'est ça. Et il faut dire, vos matériaux sont très, très simples, c'est pas compliqué, c'est pas cher. Tout le monde en a, puisque c'est du papier hygiénique. Tout le monde en a, puis on en trouve dans toutes les salles de concert. Si vous voyez qu'un concert va être bien fort, puis vous n'avez pas des bouchons commerciaux, vous pouvez le fabriquer vous-même. Il s'agit juste de prendre une feuille de papier de toilette, une feuille simple. Alors, si vous voyez que c'est une feuille à plusieurs épaisseurs, vous gardez une épaisseur. Vous mettez la ligne pointillée sur le dessus, et puis vous pliez de façon à rejoindre les deux lignes pointillées ensemble. Vous pliez une autre fois, dans le même sens, mais cette fois-ci, vous ne rejoignez pas complètement, vous laissez une marge d'à peu près 2 ou 3 mm. Ensuite, vous allez toujours, en repliant dans le même sens, faire une bordure d'à peu près 2 ou 3 mm aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On le replie une fois sur lui-même, et une autre fois. Alors là, on a un carré qui est mince d'un côté et puis qui est épais de l'autre. Alors, ce qu'il s'agit de faire, il s'agit de mettre le côté épais du côté de l'oreille qu'on cherche à boucher. Et puis, le dernier pli qu'on a fait, on le met sur le dessus. Ensuite, on roule, tout simplement. On roule. Puis, quand on a fini de rouler, on roule vers l'avant. Quand on a fini de rouler, on tasse le côté mince, c'est-à-dire celui qui va pénétrer dans l'oreille. On le tasse avec la main, toujours en tournant vers l'avant. Et puis ensuite... Ça donne quoi, le montrez-nous donc? Ça donne un tube dont un côté va être épais, qui va empêcher le bouchon de pénétrer complètement dans l'oreille. L'autre côté est mince, vous pouvez le tourner en forme de cône. C'est justement le fait qu'ils sont en forme de cône qui va vous permettre d'ajuster le volume. Vous, est-ce que vous emportez régulièrement des bouchons? Oui, moi j'en porte pas mal tout le temps. Je suis devenu plutôt maniaque, ça fait plusieurs années. Naturellement, mais il y a bien des occasions de le porter. Naturellement, quand je vais dans un concert rock, je les porte. Je les mets assez profond pour avoir un niveau confortable. Là, quand c'est la dernière pièce, là, puis c'est le rappel, puis que le feu prend dans le forum, là, je les enlève. Là, mon oreille est toute reposée, puis je peux profiter de la dernière pièce. Je les mets aussi dans les transports en commun. C'est assez bruyant. Dans le fond, on arrive plus reposé quand on... Merci beaucoup, François. Merci, Nicole. Mesdames, Messieurs, je vous présente Claude Arsenault. Salut, Claude. Le premier travail que tu as fait à la contrebasse, tu avais 16 ans. J'avais 16 ans, c'était avec Claude Gauthier. C'était où? C'était une tournée au Nouveau-Brunswick. Est-ce que tu étais nerveux? Oui, beaucoup à cette époque-là, oui. Ouais. C'était pas la contrebasse? C'était la basse électrique. Tu as dû aller à la bonne école parce que tu joues extrêmement bien aujourd'hui. On est tous très fiers de t'avoir avec nous. Pour vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ça fait longtemps. Vous allez voir le plus beau duo. Si vous aimez ça, on leur trouvera un nom après. Tu dois te lever tôt, c'est aujourd'hui lundi. De retour au bureau, c'est la vie. Le patron est absent, il est à Miami, les pieds dans l'océan, c'est la vie. En y mettant le temps et tes économies, tu en feras tout autant, c'est la vie. Mais il faut pour l'instant que tu écrives à tout prix des mémos, des bilans, c'est la vie. Et la révolution que t'avais voulu faire à l'époque universitaire, ça c'est une autre affaire, une affaire qui n'arrive pour vrai que dans les livres. Puis tu rentres chez toi et ta fille te sourit, elle a 12 ans déjà, et c'est la vie. Que va-t-elle devenir, ses études finies,
impossible à prédire, c'est la vie et la révolution que t'avais voulu faire pour illuminer l'univers. Ça c'est une autre affaire, une affaire qui n'arrive pour vrai que dans les livres. M'entends-tu chanter dans ton auto cette chanson que j'ai faite à mesure, qu'elle me faisait tomber de haut. Tu ne sors pas ce soir et ta femme te confie ses regrets, ses espoirs, c'est la vie. C'est normal à présent que tu sois son ami, moins souvent son amant, c'est la vie. En y mettant le temps et tes économies, tu en feras tout autant, c'est la vie. Mais il faut pour l'instant que t'écrives à tout prix des mémos, des bilans, c'est la vie. Et la révolution que t'avais voulu faire à l'époque universitaire, c'est une autre affaire, une affaire qui n'arrive pour vrai que dans les livres. Tu dois te lever tôt, c'est aujourd'hui mardi, de retour au bureau, c'est la vie. Le patron est absent, il est ami avec Jean-Pierre Fernand, c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. David, oui, c'est vraiment un beau duo. T'as vu, Pierre, les tourneaux a toujours gardé son tic, il fait toujours ça comme ça. T'as toujours gardé ce petit tic-là. Et toi, Claude, tu joues toujours aussi bien de la guitare. Claude, il tire, hein? Et il tire, ça tire. J'ai remarqué que toi, t'as toujours ta vieille Ovation. Ouais. T'en as une, toi aussi, hein? Ouais, on a tous ça. Est-ce que c'est moi qui ai commencé à chanter le premier? C'est moi qui est le plus vieux de la gang encore? C'est toi. Oui, c'est moi qui ai commencé. Ah oui, je m'en souviens, moi. Toi, t'étais à Paris pendant que j'ai commencé? Je crois que oui. Pendant 6 ans de temps. Non, j'ai pas chanté pendant 6 ans. Non, t'étais à Paris pendant 6 ans. Oui, c'est ça. Puis après, t'es arrivé, puis tu t'es joint à Puis nous. là, ils ont dit, il y a les beaux-os. Qu'est-ce que c'est ça, les beaux-os? Ah, oui. Puis après ça, toi, t'as commencé. Puis je pense que Calvé a commencé juste quelques mois avant Pierre Les Tourneaux. Ouais. Et puis, à ce moment-là, il y a eu aussi Vigneault, puis Vigneault est venu après. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai connu des moments extraordinaires. J'étais allé à Percé et Pauline chantait au Centre d'art. Et tu m'avais demandé une chanson que j'avais écrite à ce moment-là qui s'appelait Les Colombes. Ah oui, je l'ai beaucoup chanté. Et moi, j'étais dans ce centre d'art-là à Percé, et toi, t'as chanté ma chanson. Pour moi, c'était entre une chanson de Vigneault et Aragon. Je sais pas quoi. C'était un coup de pouce extraordinaire, de telle sorte que je te jure, s'il n'y avait pas eu cet événement-là, probablement qu'aujourd'hui, je me demanderais encore quoi faire dans la vie. Je me demande de qui j'ai pas chanté des chansons. Autant Pierre Calvé, autant Claude, ton nom, moi, chantais ton nom. En tous les cas, Jean-Pierre, toi aussi. Oui, 2. Ça nous a tous fait énormément de plaisir de vous avoir ici. Moi, particulièrement, je vous remercie d'être venu. C'est toujours un plaisir de vous voir. Veux-tu, on va chanter une de tes chansons maintenant pour faire changement? J'aimerais ça. Tu la prends par les sentiments. Si on peut dire. Les feuilles tombent, baissent la peine. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Prends-moi, je veux que tu me prennes. Prends-moi par les sentiments. Nos luttes, ailleurs mon Dieu, nous n'avons plus beaucoup de temps. En silence vont les passants acheter leur pain dans la rue. Les feuilles tombent, est-ce la peine? Nous n'avons plus beaucoup de temps. Prends-moi, je veux que tu me prennes. Prends-moi par les sentiments.
Celle de nos peines, nous n'avons plus beaucoup de temps. Prends-moi, je veux que tu me prennes. Prends-moi par les sentiments, les mêmes chants, partant de bouche. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Ici je t'aime et je te touche, et c'est ma voix, c'est mon accent. Les heures passent, celles de nos peines. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Prends-moi, je veux que tu me prennes. Prends-moi par les sentiments. Ton cœur, ma peau, tes yeux, tes veines, nous n'avons plus beaucoup de temps. Prends-moi, je veux que tu me prennes. Prends-moi par les sentiments. C'est bien toujours la même histoire. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Des coffres forts, des abattoirs remplacent le vrai chant absent. Ton cœur, ma peau, tes yeux, tes veines, nous n'avons plus beaucoup de temps. Prends-moi, je veux que tu me prennes. Prends-moi par les sentiments. C'est joli, monsieur. Merci, Pauline. Merci, Claude. Merci bien. Comment il s'appelle ton pianiste? Il s'appelle Bernard Buisson. Merci, Bernard. Merci, Daniel. Richard.